C'est le genre de questions on ne peut pas forcément répondre comme ça directement. Oui, d'abord oui. Maintenant, une somme importante, c'est quoi une somme importante et comment est-ce qu'on la répartit? C'est-à-dire qu'une personne qui aurait 10 ou disons 10 millions aujourd'hui, c'est pas parce qu'il a 74 ans qu'il ne peut pas investir. Avec une diversification, avec des actions qui tiennent la route, le risque est le même pour tout le monde. Après, l'horizontal, c'est clair que on parle toujours d'horizontal. Aujourd'hui, ben, prenons l'exemple de Monsieur Warren Buffett qui a bientôt 90 ans, il continue à investir des sommes importantes. Donc je crois que la réponse, elle est contenue dans la question. Donc oui, on peut continuer à le faire. Par contre, il y a des règles à respecter qui sont les mêmes qu'à 20 ans. Donc ça ne change pas grand-chose. Pour moi, la notion d'âge n'est pas forcément une notion, puisque bien heureusement, on ne sait pas quand c'est que ça s'arrête. Donc autant continuer à faire la même méthodologie. Je pense simplement que dans la courbe de vie d'un investisseur, il va se retrouver dans un moment où il aura moins envie d'investir de manière plus agressive. Mais en général, on constate que plus les personnes prennent de l'âge, plus ils sont enclins à prendre des risques, puisqu'effectivement, une partie de leur capital est déjà constituée. Ils ont déjà souvent une maison, une vie qui est établie. Donc, le risque de construction est derrière eux. Donc, ils peuvent, entre guillemets, prendre du plaisir en prenant plus de risques. Donc oui, je pense que oui, mais encore une fois, quand on rencontre un client comme ça et quand on en discute avec lui, on a besoin de connaître tout l'environnement de sa vie, ses besoins. Donc on ne peut pas répondre individuellement comme ça, enfin plutôt globalement, c'est une réflexion individuelle, mais je dirais à 90% du temps, oui, c'est possible. Un beau portefeuille, c'est un portefeuille qui vous convient, tout d'abord, euh, avec un risque qu'on peut supporter. Et je crois que la chose la plus importante, c'est de construire un portefeuille qui vous ressemble et qui a un côté, ouais, que vous pouvez accepter un risque pareil. Je m'explique. Si vous prenez, vous avez vraiment des grandes idées sur certaines sociétés, très pointues, très claires, avec des visions personnelles, je peux comprendre qu'on ait une exposition à certaines valeurs technologiques ou de certains secteurs, le cannabis, la biotechnologie, parce qu'on y comprend quelque chose et qu'on a vraiment envie de faire quelque chose. Mais autrement, pour moi, un bon portefeuille, pour quelqu'un qui n'a peu de compétences spécifiques dans le marché, c'est un portefeuille diversifié. Donc d'abord, il ne faut pas avoir 250 valeurs à l'intérieur, il faut avoir une vingtaine de valeurs qu'on comprend, qu'on maîtrise et sur lesquelles on est prêt à investir régulièrement si on a des entrées d'argent, si on a des économies qui viennent au fur et à mesure de notre durée de vie, qu'on a envie de réinvestir dans ces sociétés-là. Il faut avoir des sociétés qu'on comprend, il faut avoir des sociétés qui sont stables dans le temps et qui sont là aujourd'hui, mais qui seront là encore dans 10 ans ou dans 20 ans. Alors évidemment, on ne peut jamais être sûr à 100%, mais il y a plein de sociétés, une quantité astronomique de sociétés qui sont des grosses capitalisations qui seront toujours là. Donc pour moi, c'est diversification, solidité des entreprises, stabilité dans le temps et compréhension du business model de l'entreprise. Juste pour faire un aparté par rapport à ça, je n'irai pas investir sur des sociétés dont je ne comprends pas ce qu'ils font. Alors, il n'y a pas de bon moment pour rentrer en bourse. Si vous avez jamais investi durant votre vie, il n'y a pas de bon moment. Parce qu'en fait, si on part du principe que les marchés montent sur le long terme, alors effectivement, si vous achetez aujourd'hui et qu'on rentre dans un crash boursier la semaine prochaine, vous allez regretter, mais l'argent que vous avez investi aujourd'hui, vous le récupérez sur le long terme. Donc c'est très difficile de dire aujourd'hui c'est trop tard. Si on prend la situation dans laquelle on est, les discours qu'on entend aujourd'hui, on nous dit la même chose qu'on nous disait il y a 2 ans. 10 ou 15 ou 20% plus bas. Donc s'il y a 2 ans en arrière, vous disiez non, je n'investis pas parce que les marchés sont trop hauts, vous avez raté encore 20%. Et aujourd'hui, tout le monde est en train de se dire oui, non, j'arrête d'investir parce que les marchés sont trop hauts. Et on le voit, la taille des portefeuilles actions se réduit, les marchés sont moins actifs au niveau des actions, les gens ne veulent moins investir. Il y a cette peur, c'est clair, mais les marchés continuent de monter. Alors, on a des soutiens qui sont là, des soutiens artificiels, les banques centrales, soit, mais on le voit très bien ces dernières années, les banques centrales ne sont pas en train de lâcher le marché. Donc le risque de ne pas être investi dedans, c'est de rater 10 ou 15% derrière. Mais si on a une logique d'investissement sur le long terme, même si le marché venait à baisser de 10%, c'est une opportunité de racheter à moindre coût pour avoir une vision toujours beaucoup plus long terme. Oui, bien sûr, c'est la grande mode aujourd'hui. Tout le monde veut investir de manière socialement responsable. D'abord, il y a énormément de fonds qui existent pour faire ça. Alors, le faire individuellement,
par action, action par action, c'est compliqué. Alors, chaque action aujourd'hui, vous pouvez trouver des ratings, donc des notations socialement responsables. Donc, vous pouvez vous baser là-dessus pour construire votre portefeuille. Maintenant, il y a des fonds qui font ce boulot-là, donc qui vont vraiment très très loin dans la structure de l'investissement socialement responsable, parce que ça va très loin, et qui font des packages où finalement vous achetez cette thématique-là. Et donc, ceux qui veulent vraiment investir dans le socialement responsable, aujourd'hui, c'est tellement vaste, ce monde, et c'est devenu vraiment une spécialisation d'investissement. Je pense qu'il ne faut pas le faire soi-même action par action, donc pas faire ce qu'on appelle du stock picking, mais plutôt aller chercher des fonds qui sont notés et spécialisés dans cet environnement-là. Donc oui, c'est tout à fait possible. Alors en théorie, non. En pratique, malheureusement, oui. Maintenant, il faut bien remettre les choses en place. Quand vous investissez, vous avez votre argent qui est déposé dans une banque ou sur une plateforme de trading. Cette plateforme de trading ou cette banque ne vous laissera pas aller en dessous de zéro parce qu'ils n'ont aucune connaissance de ce que vous avez ailleurs ou de ce que vous pourriez leur rembourser. Ils n'ont aucune envie de se retrouver dans une gestion ce qu'on appelle des débiteurs. Donc vous pouvez, en général, quand vous avez une position qui pourrait se retourner contre vous, à zéro, ils vous stoppent. Et donc vous n'avez plus rien. Votre action vaut zéro ou vous avez tout perdu, mais vous ne pourrez pas perdre plus que ce que vous avez investi. Il y a des moyens en bourse de perdre plus que ce qu'on a investi. Simplement, c'est des moyens qui sont réservés aux professionnels, aux banquiers, on va dire, aux investisseurs professionnels. Et en général, pour le privé, on ne vous laisse pas accéder à ce genre de système. Je dis bien en général parce que ça réclame un contrôle spécifique des banques. Et d'expérience, on a déjà vu des banques qui ont raté le coche. Et il y a des gens qui ont perdu plus que ce qu'ils avaient investi. Donc il faut faire attention, encore une fois, je reviendrai souvent dans ce podcast sur cette thématique-là, il faut savoir dans quoi vous investissez, non seulement en termes de société, mais non seulement en termes de produits. Si vous sortez de l'action classique, il faut savoir dans quoi vous investissez. Si vous achetez une action classique, vous ne pouvez pas perdre plus que ce que vous avez investi. Ce n'est pas possible, parce que l'action va à zéro, au pire vous serez à zéro. Mais si vous allez sur des options ou sur des produits structurés spécifiques, alors là, attention, mais là encore une fois, connaissance du produit, donc réponse difficile à donner. Alors, de nouveau, espace-temps, si on se calibre sur une période d'une année, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire parce qu'on peut avoir une très bonne année boursière et avoir un rendement à 25, 26, 27, 28%. Vous pouvez avoir une année pourrie et vous aurez un rendement négatif. En revanche, si on essaie de lisser sur les années, je pense que sur 10 ans, peu importe comment on se place sur le passé, d'ailleurs le passé nous le dit, je pense qu'un rendement de l'ordre de 8 à 12% est tout à fait réaliste. Peu, très peu. Je le fais de temps en temps, c'est par crise existentielle parce que c'est plus un côté d'adrénaline, si on veut bien, parce que c'est très fun de le faire à court terme. C'est très intéressant, c'est très excitant quand on a le temps, mais il faut avoir le temps, il faut être calibré pour le faire, il faut être dans l'ambiance. Moi, j'aime bien le faire de temps en temps, mais quand j'ai le temps. Et ces temps, je n'ai pas toujours le temps de le faire. Voilà. Une des grandes thématiques qu'on valorise sur le marché depuis quelques années, c'est de dire que les États-Unis sont trop chers par rapport à ce que l'Europe est bon marché. Donc pas mal de gens se positionnent dans les hedge funds aux États-Unis, typiquement, qui ont tendance à vendre les États-Unis pour acheter l'Europe, pour essayer de jouer cette espèce de rattrapage. On est tous convaincus qu'un jour ou l'autre, l'Europe va rattraper les États-Unis en termes de valorisation. Donc d'une manière ou d'une autre, il va y avoir un resserrement de ce qu'on appelle l'écart ou le spread en anglais entre les États-Unis et l'Europe. La problématique aujourd'hui, c'est que les États-Unis ont une croissance qui est relativement bonne. Ils ont un taux de chômage qui est relativement faible. Ils ont un président, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, qui pousse vraiment à la croissance et au développement du marché américain. Donc, ils ont quelque chose d'extrêmement intéressant. Ils ont un biais supplémentaire qui est la technologie, que nous, on a très peu en Europe si on fait un équilibre derrière. Ce qui fait que ça aide aussi à avoir une belle croissance sur le marché américain. L'Europe, en revanche, on a une croissance qui est quasi nulle, pour ne pas dire négative dans certains endroits. Certains pays sont quasiment en récession en Europe. On a de la peine à trouver de la croissance, on a de la peine à faire baisser le chômage. On a une économie qui est un peu molle.
Donc, du coup, on a quand même de la peine à trouver ce rattrapage. Donc, la croissance européenne, ce sera une des grandes thématiques, mais aujourd'hui, vous avez des taux d'intérêt qui sont à zéro et malgré tout, l'Europe n'arrive pas à repartir. On cherche des moyens de dynamiser, mais en même temps, on sait on a une guerre économique qui est en train d'arriver. Les États-Unis vont sanctionner l'Europe comme ils l'ont fait pour les Chinois. C'est inévitable. Donc, je pense effectivement qu'un jour, il y aura un rattrapage. Mais d'abord, on doit passer par une série de phases qui seront moins agréables. Je pense probablement à une guerre économique, donc des sanctions économiques que Trump va mettre en place comme il a fait pour la Chine, et il voudra à un moment donné remettre tout ça à zéro. Ensuite, on attend toujours un stimulus de la Banque Centrale Européenne, donc ça c'est quelque chose qui pourrait nous sauver à très court terme, c'est que les banquiers centraux européens ont déjà plusieurs fois expliqué qu'ils voulaient remettre du stimulus dans l'économie européenne, et en général, même si la croissance est molle, ce genre de stimulus donne beaucoup de peps aux actions. Il pourrait y avoir un petit rattrapage. Mais aujourd'hui, pour trouver une espèce d'inversion, ça va être très difficile parce qu'il faudrait que les États-Unis baissent. Mais si les États-Unis baissent, l'Europe ne va pas monter, c'est juste mécanique. Donc ce rétrécissement du spread peut se produire, il va certainement se produire, on l'attend depuis tellement longtemps. Donc oui, je pense que c'est trop bon marché par rapport aux États-Unis, mais on a une dynamique, on n'est pas du tout dans la même dynamique aujourd'hui. Et encore une fois, les États-Unis ont un gros avantage, c'est un groupe qui bouge en même temps avec un président qui pousse tout le monde dans la même direction. En Europe, c'est un espèce de groupe qui essaie de fonctionner ensemble, mais aujourd'hui, c'est un petit peu disparate quand même. Et puis, on a quand même pas mal de systèmes politiques qui arrivent en bout de course, qui sont un petit peu en train de changer. Ça change sans arrêt en Italie, ça change sans arrêt en Espagne. La France, dans 2 ans, ça va changer de nouveau. Et l'Allemagne est en train de changer. Merkel va s'en aller. On a un président de la Banque Centrale Européenne qui s'en va, qui va être remplacé. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se produire. C'est pas cher pour certaines sociétés, mais c'est encore trop cher par rapport à la croissance qu'on a. Et je pense que si l'Europe doit vraiment monter beaucoup ces prochains temps, ce sera principalement grâce à un stimulus de la part de la Banque Centrale Européenne. Non. Clairement non. La Deutsche Bank aujourd'hui est dans une situation, c'est un peu, je ne sais plus laquelle fable disait que c'est la grenouille qui veut devenir un bœuf. La Deutsche Bank a voulu une époque dans sa vie devenir une énorme banque, si ce n'est la plus grosse banque du monde, si ce n'est le deuxième Goldman Sachs, ou devenir Goldman Sachs en elle-même. Ils ont mis des moyens délirants pour devenir les spécialistes des actions américaines en termes de recherche aux États-Unis. Quand vous appelez Deutsche Bank pour devenir le numéro 1 de la recherche aux États-Unis, c'est quand même compliqué. Néanmoins, ils se sont lancés dans cette chose-là. Donc, toute une vie de la Deutsche Bank était basée là-dessus. Ils ont pris une claque monumentale, comme tout le monde, dans les années 2008-2009 avec la crise du subprime. Et en fait, aujourd'hui, ils ont toujours été tirés à la baisse par ces anciens assets pourris. Donc, ils ont valorisé énormément des produits structurés, des produits, on ne connaissait pas les contenus, on ne connaissait pas, enfin, toute l'histoire du subprime. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui pour la Deutsche Bank, ce n'est pas le début d'une nouvelle crise. Pour moi, c'est simplement la fin de la crise des subprimes qui se termine pour eux aujourd'hui et ils doivent faire le nettoyage par le fond. Alors, c'est ce qu'ils ont fait en créant une bad bank où ils vont mettre tous les assets pourris et garder tout ce qui est clean et pour être une banque normale. Donc, je ne pense pas que c'est le début d'une nouvelle crise. C'est simplement les conséquences, les fins d'une conséquence d'une crise. La Deutsche Bank a voulu continuer à tirer sur la corde pour garder toujours cet équilibre et puis garder cette belle prestance. Aujourd'hui, ils sont arrivés au bout du tunnel, au bout du cycle et ils font le nettoyage. Pour moi, ce n'est pas du tout, et j'insiste là-dessus, sur le même problème qu'on a eu en 2008-2009. Le problème de 2008-2009 n'est pas en train de se reproduire. On n'est pas du tout dans la même configuration, ni économique, ni structurelle. Les erreurs de structure qu'on a fait à l'époque 2007, 2008, 2009, avec les investissements sur l'immobilier, etc., et tous ces produits pourris que personne n'avait compris et que personne comprend encore aujourd'hui, ne se produisent plus aujourd'hui. Donc on n'est pas dans la même situation, les banques se sont assainies, les bilans des banques sont beaucoup plus clean. La seule problématique des banques aujourd'hui, c'est que les revenus se sont réduits, les marges se sont réduites. Donc c'est un business qui est moins rentable qu'à l'époque. Mais on n'est pas dans une crise comme en 2008. Alors la grande question, est-ce qu'on va avoir un crash ? Le dernier crash, vrai crash reconnu comme tel, c'est 2008-2009, la crise des subprimes. Un crash pour particularité, à mon sens et avec l'expérience que j'ai accumulée sur ces 30 dernières années, on va dire, un crash n'est pas annoncé.
Ça n'existe pas, un crash annoncé. Il y a toujours quelqu'un qui le dit. Et si vous suivez les médias financiers régulièrement, enfin, ce que je fais, ou n'importe qui, vous ouvrez tous les matins l'OFT pendant une année, vous verrez que quasiment une fois par semaine, vous avez quelqu'un qui vous prédit un crash. Le jour où le crash se produit, ce n'est pas parce que ce monsieur-là l'a prédit, c'est qu'il a eu la chance de le prédire la semaine avant qu'il se produise. Donc on ne peut pas savoir quand c'est qu'il y aura un crash. Et en fait, on fait partie d'une génération sacrifiée, parce que toutes les personnes qui ont vécu la crise des subprimes en 2008 ont tellement souffert, tous les jeunes banquiers, tous les jeunes financiers qui rentraient dans le métier entre 2006 et 2007, et tous les investisseurs qui sont rentrés là, ils ont pris une telle claque qu'ils se sont dit plus jamais. Donc le but est devenu de prédire le prochain crash. Mais ça ne s'est jamais produit et ça n'arrivera jamais. Donc aujourd'hui, vous dire est-ce qu'il y aura un crash d'ici 2020, je peux vous le dire, je peux vous le répéter toutes les semaines que la semaine prochaine, on va se casser la figure. L'avantage, c'est qu'on a une mémoire très courte. Donc vous allez oublier de semaine en semaine que je vous l'ai dit, et le jour où j'aurai raison, je serai une star. Pour moi, je ne pense pas qu'il y aura un crash avant 2020. Donc je ne peux pas l'annoncer non plus, mais pour moi, la confiance que j'ai par rapport à ça, c'est que je pense que Donald Trump n'a aucun intérêt à avoir un crash avant 2020. Pourquoi? Parce qu'il veut être réélu. Donc il ne pourra pas être réélu si on a un crash boursier d'ici 2020. Donc il va tout faire. Et aujourd'hui, il a les moyens politiques et économiques de le faire, de maintenir ce marché encore plus haut et encore et encore et encore jusqu'à son élection. Donc je ne pense pas qu'il y aura un crash d'ici 2020. Je pense qu'il y aura un crash dans les années à venir. Et je pense que chaque jour qui passe nous rapproche du crash. Mais vous dire qu'il y aura un crash dans les 6 mois, dans les 12 mois, c'est complètement utopique, ça ne veut rien dire. Il y a deux choses. Soit vous vendez tout, mais simplement vous allez perdre. Parce qu'en général, quand la crise arrive, on ne s'en rend compte pas le premier pourcent, on se rend compte après 10, 12 ou 14% de baisse. Donc soit vous vendez tout parce que vous êtes vraiment convaincu qu'une crise arrive, et puis vous dites oh, je rachèterai plus tard, ou je sors et plus jamais je ferai des actions, ce qui arrive régulièrement dans chaque crise. Soit vous vous contentez de vous dire ça fait partie du mouvement. Donc comme ma vision aujourd'hui, c'est dès qu'on peut réinvestir, on réinvestit toujours un petit peu. Si dans la baisse des marchés, vous réinvestissez petit à petit, le jour où les marchés rebondiront, parce qu'ils vont rebondir. Aujourd'hui, on ne va pas non plus parler. Si on parle d'un crash définitif où le marché va à zéro, que le dollar va disparaître et puis que l'or ne vaut plus rien, on aura d'autres soucis de savoir ce qu'on va faire de nos actions. Mais aujourd'hui, on est en train de parler d'un crash. Un crash, c'est 30% de correction. 30% de correction, ça remonte. Un exemple extrêmement récent, c'est septembre, octobre, novembre, décembre 2018. On a un marché qui corrige de 20 ou 25%. Tout le monde est en train de nous dire c'est la fin du monde, c'est terminé, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Vous avez Powell, le patron de la Banque centrale américaine, qui débarque fin décembre, qui dit « Vous inquiétez pas, je serai là pour soutenir le marché ». Je schématise. Le marché reprend 30%, on est au plus haut de tous les temps, 6 mois plus tard. Ce n'est pas un crash, donc si vous paniquez trop vite, vous perdez tout. Vous perdez ce bénéfice. Vous allez perdre dans la baisse, vous allez couper vos positions, perdre de l'argent, et puis ensuite, vous allez rater le rebond derrière. Alors, il n'y a pas de réponse claire. Encore une fois, c'est comment vous vous sentez par rapport à ça. Si vous pensez que le prochain crash, c'est 80% de correction et que le marché ne rebondira plus jamais parce qu'on est rentré dans un paradigme économique qui va changer et c'est la fin du monde, vendez le plus vite possible. Si vous pensez qu'on est dans un cycle normal, eh bien, restez investi et patientez. Historiquement, une action après un crash boursier met selon les actions, je veux dire selon les portefeuilles, entre 12 et 18 mois pour retrouver ses valeurs d'avant. Ce n'est pas insupportable à tenir. Et pour donner un exemple sur le long terme, je suis rentré dans la banque en 87. Donc, un mois plus tard, il y a eu le crash boursier de 87. Le Dow Jones valait 350 points. Aujourd'hui, il vaut 27 000, 30 ans plus tard. Voilà. Alors, je ne vois pas le rapport entre le robot trading et la valorisation des actions. Le robot trading, ils fonctionnent par des algorithmes. Ils passent des ordres parce qu'on leur a donné des calibres mathématiques, des ordres de fonctionner à tel endroit, tel moment, de passer des ordres systématiquement. Ce n'est pas eux qui font monter la valorisation des actions. C'est les acheteurs qui font monter la valeur des actions. C'est le surachat qui fait qu'une action est surévaluée. C'est aussi le manque d'alternatives. Parce que si aujourd'hui, vous me dites j'ai 10 000 francs à investir, qu'est-ce que je fais?
vous avez le choix entre une obligation d'État à moins 0,5% en France ou à moins 0,3% en Allemagne, ou alors acheter une action qui vous paye 6% de dividende, mais je préfère mettre mon cash sur des actions qui vont me payer un dividende plutôt que d'avoir des intérêts négatifs. Donc aujourd'hui, comme vous avez de moins en moins d'intérêts sur l'obligataire, les gens ont tendance à se positionner là où ils arrivent encore à avoir du rendement. C'est ça qui fait monter la valorisation d'une action. Le robot trading, c'est un parasite, à mon sens, au milieu du système d'investissement. C'est un mal nécessaire peut-être par rapport à l'évolution de la technologie, mais sur le long terme, ça fait simplement partie du jeu. Et je ne pense pas que l'arrivée des robots trading vont changer quelque chose à la valorisation des marchés. Ce qui pourrait nous poser problème au niveau des robots trading, c'est qu'on l'a déjà vu sur certains, ce qu'on appelle des flash crash. Tout d'un coup, vous avez tous les robots qui partent en vrille ensemble pour des raisons qu'on n'a pas toujours très bien compris et qui précipitent des ordres de vente. Je ne pense pas que ça va changer grand-chose à la valorisation fondamentale des actions. Les ETF, c'est un super produit. C'est surtout un super produit pour ceux qui les émettent, puisqu'ils encaissent de l'argent, des frais de management assez simplement, en répliquant simplement des indices qui existent. Mais pour l'investisseur de base, qui n'y connaît pas grand-chose et qui a simplement envie d'être investi, ça me paraît une relativement bonne idée pour pouvoir simplement traquer les indices. Alors, aujourd'hui, ce qui est bien sur les ETF, vous allez pouvoir pas simplement acheter un ETF sur le CAC 40 et puis répliquer le CAC 40, mais vous pouvez acheter un ETF sur un secteur spécifique qui vous plaît bien. Si vous êtes très attiré par le secteur de la biotechnologie, eh bien vous allez trouver un ETF biotechnologique qui va vous permettre d'investir globalement et de diversifier en un seul coup d'un seul sur 100, 150 ou 250 sociétés biotechnologiques et vous allez bénéficier du mouvement global du secteur. Pour ça, c'est une bonne idée. Après, un ETF, pour acheter un ETF pour jouer le S&P 500, le CAC 40 ou le DAX, ouais, ok, enfin, d'accord, c'est un moyen d'investir. Je pense qu'après, en répliquant, on pouvait aussi répliquer soi-même ces indices avec quelques bonnes actions en touchant du dividende. Ça me paraît pas mal non plus. Pour moi, l'ETF a une fonction intéressante quand on veut essayer de faire ce qu'on appelle du stock picking ou de la sélection un peu plus fine sur un secteur qui nous paraît plus intéressant, comme je disais avant sur la biotechnologie. Alors les CFDs, le CFD c'est un bon moyen de spéculer pour les gens qui n'ont pas forcément les mêmes montants à disposition qu'un gros investisseur. Sachant que quand vous achetez un CFD, vous investissez seulement une partie de la valeur. Et ça vous permet de répliquer une action qui existe. C'est un produit structuré, un CFD, qui permet de répliquer simplement une action. Alors ça a des défauts, vous ne touchez pas de dividendes, vous n'êtes pas propriétaire de la société en tant que telle, c'est vraiment un produit structuré qui vous permet d'acheter des fractions d'actions. C'est très utilisé par ceux qui font du trading ou du day trading parce qu'ils peuvent jouer beaucoup plus, puisque vous pouvez faire du levier dessus. Alors ça plaît aux gens qui ont 10 000 francs à investir puis qui veulent jouer pour 100 000. Simplement, il faut aussi comprendre que dans ce genre de situation, ça va très vite dans l'autre sens aussi. Alors c'est clair que vous jouez avec 100 000 francs alors que vous avez que 10 000, mais quand vous avez perdu 10%, ben vous avez perdu tout ce que vous aviez, puisque vous avez investi 10 000 pour jouer 100 000. Donc c'est relativement dangereux comme produit, relativement utile dans certains cas spécifiques, mais ça concerne, je dirais, principalement les gens qui veulent faire du trading, qui font de l'intraday et qui en tout cas ne restent pas investis sur la nuit avec, à mon sens. Alors les options, c'est un magnifique produit, extrêmement complexe. De nouveau, il n'y a pas une réponse unique, ça dépend. Ça dépend comment on les utilise. Donc les options, il y a deux catégories de base, les calls et les puts. Les droits d'acheter ou les droits de vendre. Et puis après, en plus de ça, vous pouvez acheter un call ou vendre un call ou acheter un put ou vendre un put à découvert. Donc ça se complique un peu et assez rapidement. Donc la stratégie des options et la théorie des options est quelque chose de très compliqué. On y reviendra probablement dans un des podcasts à l'avenir. Mais c'est très compliqué. C'est très intéressant parce que vous pouvez, avec des petites sommes, espérer gagner beaucoup d'argent. Mais vous avez aussi une grande chance de tout perdre, pour faire simple. Donc c'est un peu le ticket de loterie. Donc de nouveau, pour moi, c'est pas l'option n'est pas quelque chose où vous dites je mets tout sur le noir ou je fais du all-in, j'investis au casino.
parce que ça se rapproche un tout petit peu de ça. Donc dans un portefeuille global, avoir un tout petit peu d'options, ça fait du sens. Ou alors c'est parce que vous êtes extrêmement bien informé sur le futur rachat d'une société et que vous voulez jouer le levier. Ça s'appelle une opération d'initié et c'est illégal. Mais globalement, c'est un bon moyen d'essayer de maximiser votre rendement. Mais il faut savoir les utiliser. Il y a des contraintes. C'est extrêmement pointu. Donc c'est encore une fois, il faut vraiment bien comprendre le système des options pour pouvoir commencer à jouer dedans. Maintenant, ça peut être utilisé comme un gros coup de trading avec une bonne vision, avec une bonne information. C'est de l'ultra-spéculation, mais ça peut être aussi un moyen d'améliorer le rendement d'un portefeuille. C'est ça la beauté de l'option, parce qu'elle a un peu ses deux faces. Elle a vraiment deux faces, deux moyens. On peut se protéger avec une option, on peut gagner beaucoup d'argent. Donc c'est un monde passionnant, mais c'est compliqué. Et donc il faut vraiment le prendre petit à petit et puis bien apprendre la théorie des options avant de commencer à se lancer là-dedans. La question éternelle. Alors, on parlait de valorisation tout à l'heure. Est-ce que le marché est trop cher? Alors là, oui, c'est trop cher. On n'arrive plus à valoriser ce genre de choses. Alors, l'industrie du cannabis est inévitablement une industrie qui est énorme, qui est en pleine croissance, qui est en train de se développer parce qu'aujourd'hui, légalisation du produit, utilisation diversifiée, utilisation médicale, il y a plus côté illégal. Néanmoins, il y a encore beaucoup de problématiques pour ces sociétés parce que certaines n'ont même pas le droit d'ouvrir des comptes en banque puisqu'ils sont quand même extrêmement borderline en termes de légalisation dans certains États américains. Il y a une évolution à jouer. Je pense que les gros noms du tabac ont déjà pris leur position dedans, donc je ne suis pas sûr qu'il y ait encore énormément de choses à développer autour de ça. Néanmoins, c'est un secteur de croissance. Ça me rappelle cependant très très fortement la bulle d'Internet des années 2000, c'est-à-dire que quand moi je vois des actions qui prennent 400% en 3 jours parce qu'ils ont décidé de passer de la culture du blé au cannabis, ça sent quand même l'ultra spéculation. Et donc dans toute ultra spéculation, en général, il y a un retour sur terre qui est extrêmement violent. Donc valoriser ces sociétés qui valent pour certaines 250 $, est-ce que ça vaut 250 $ ou est-ce que ça va revenir à un prix moyen de 25 pendant les 25 prochaines années? Je ne sais pas. Mais c'est un secteur qui est très complexe aussi. Très à la mode. Donc, comme tout ce qui est à la mode dans la finance, il faut faire très très attention parce qu'en plus, vous avez un gros problème de liquidité. C'est des actions qui sont très peu liquides, des capitalisations très petites. Donc, quand soudainement vous avez beaucoup de monde qui arrive, vous avez des montées phénoménales. Mais quand tout le monde veut sortir en même temps, c'est comme quand vous voulez vider un stade par une porte d'1 mètre de large avec un stade de 80 000 personnes, c'est compliqué. Donc, c'est pas un non définitif et c'est pas n'y touchez pas. Mais il faut être très prudent. Je pense rien de l'euro, je ne pense pas qu'il pourrait disparaître. Je pense que c'est plus un problème de l'Europe en général. C'est un problème politique. L'euro ne disparaîtra pas tant que l'Europe est telle qu'elle est. Même si l'Europe venait à se désagréger, je ne pense même pas que l'euro en lui-même disparaîtrait en tant que monnaie de référence. Mais c'est un gros problème politique, mais de là à penser qu'il puisse disparaître... non, ça ne me paraît pas de la préoccupation du moment. Déjà, un dividende, c'est la société qui décide de payer un dividende. Donc, ce n'est pas vous qui allez les faire grandir. Le seul moyen d'augmenter votre revenu du dividende, si on veut bien, c'est d'avoir plus d'investissement dans cette société-là. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que vous avez un rendement. Donc, c'est-à-dire que si vous avez 1 000 $ et que vous avez 3,2% de dividendes, ces 3,2%, c'est sur ces 1 000 $. Si vous avez 100 000 $, c'est 3,2%, 200 000 $. Donc, votre dividende, c'est ça. Ce qu'il faut bien voir, c'est que sur le long terme, sur 10 ans, chaque année, vous allez toucher 3,2% de vos 1 000 $. Et donc, ça se cumule. Donc, forcément, si on parle d'un petit montant investi, forcément, le dividende restera 3,2% de ce montant investi. Donc, le moyen pour essayer de le faire croître sur le long terme, encore une fois, on ne parle pas de trading immédiat, c'est que vous prenez ce dividende, et même si la somme est petite, vous réinvestissez dans le même titre. Comme ça, votre investissement en Coca-Cola va augmenter. Et du coup, vous aurez un rendement sur une somme plus élevée, donc des rendements plus élevés. Alors, la Chine, on parle du ralentissement de la Chine depuis longtemps. D'abord, ça fait quelques années qu'elle ralentit. Il faut quand même noter aujourd'hui que la croissance de la Chine est autour de 6,2%, ça fait rare. Et que la croissance de l'Allemagne ou de la France, je connais pas mal de présidents dans la région qui tueraient pour avoir la moitié de la croissance de la Chine. Donc, il faut bien voir une chose, c'est que la Chine, ils ont déjà une croissance interne
qui est monstrueuse, donc qui va continuer à soutenir cette croissance. Première chose. Deuxième chose, aujourd'hui, ils sont en train de négocier avec les Américains pour améliorer leur commerce international. Donc, c'est un pays qui est en plein développement. Donc, oui, je pense que ça vaut la peine d'investir en Chine. Mais de nouveau, pas n'importe comment. La Chine est un pays compliqué dans lequel il faut investir. On veut investir. C'est très compliqué d'accéder aux actions chinoises. Donc, il faut déjà sélectionner les grands noms, déjà. Et puis après, prendre peut-être des fonds ou des ETF qui traquent des indices spécifiques. Parce que si on part du principe que l'investissement dans les actions est énorme et très diversifié, la Chine, c'est encore pire. Donc, il faut faire très attention, mais je pense qu'il y a des grands noms en Chine qui valent la peine d'être regardés. Les grands noms classiques, hein, des Alibaba, des Tencent, qui sont des boîtes qui sont là et qui vont durer et qui sont en train de prendre des parts de marché phénoménales par rapport aux grands noms de la technologie américaine. Donc, moi, je pense que oui, la Chine a déjà bien corrigé par rapport au plus haut historique. Bon, cette année, elle fait 30 ou 40% de performance, l'indice chinois selon lequel on regarde. Ils ont rebondi massivement depuis le début de l'année et malgré les histoires de trade war, ils sont revenus à des niveaux parfaitement corrects. Donc pour moi, aujourd'hui, à plus 30%, plus 35%, c'est difficile de sauter dans le train. Par contre, je pense que sur le long terme, c'est un pays qu'on sera obligé de compter avec. Rien que le calcul démographique, ils sont 1,5 ou 1,6 milliard. Donc rien qu'à eux seuls, ils représentent 25-30% de la consommation mondiale. Donc ralentissement, soit, mais je veux dire, ils seront prépondérants les années à venir. Donc on ne peut pas ne pas être investi dedans. Et si on va sur le long terme, en prenant des grosses capitalisations, en diversifiant nos investissements, je ne pense pas que le risque est complètement inconsidéré. Comme le même risque que la grosse chute du reste. Aujourd'hui, la grosse chute des FANG. Alors, il faut quand même bien remettre les choses en parallèle. Si on veut bien, aujourd'hui, on regarde Facebook, Amazon, Google, Apple. Toutes ces boîtes-là sont dans une thématique où ils sont leaders dans leur marché. Et de plus en plus. Le business model et les business models sont tous différents les uns des autres. Je prends l'exemple de Facebook. Facebook, bah voilà, ils ont 1,3 milliard d'abonnés. Aujourd'hui, tout le monde dit oui, Facebook, c'est pas bien. Enfin, tout le monde a un compte quand même. Et puis, tout le monde continue à poster ses photos de vacances dessus. Et on continue à avoir du push de publicité. Donc, ça continue à marcher. Et on a vu, malgré les mauvaises nouvelles qu'il y a eu sur Facebook par rapport aux abus de la vie privée ces dernières années ou ces derniers mois, Facebook a publié des résultats stratosphériques en termes de rendement publicitaire. Donc, pour moi, je ne suis pas un fan de Facebook en tant que tel, ni en termes d'action, ni en termes de réseau social, mais malheureusement, c'est devenu un mal nécessaire. Donc, je ne suis pas complètement inquiet. Amazon, ils ont un business model, c'est juste le plus gros retailer du monde. Et ils ont tellement bien développé, ils ont tellement pris de part de marché maintenant, en plus dans tout ce qui est cloud, parce qu'on oublie tellement que Amazon, c'est aussi un business qui est le cloud, qu'aujourd'hui, ils ont tellement de cash pour pouvoir réinvestir dans certains projets. Aujourd'hui, si vous avez une bonne idée dans le monde du web, Amazon ne vous rachète plus, ils répliquent. Comme ils ont le cash derrière, ils vous explosent en 6 mois. Google, pour moi, c'est la World Company. On les oublie un peu souvent, mais Google, ils sont partout, dans tous les sens. Ils investissent dans toutes les technologies. Et les technologies d'avenir, vous ne pourrez pas vous en passer. Vous ne pourrez pas avoir une nouvelle technologie sans que Google soit impliqué dedans à tous les niveaux. Ils sont dans les voitures autonomes, ils sont dans l'intelligence artificielle. Toutes les nouvelles technologies qui arrivent aujourd'hui dans le marché, c'est Google. Alors oui, il y aura des corrections, peut-être, soit, mais enfin, l'impact pourrait quand même relativiser. Prenons le dernier cas, Apple. Apple, vous avez une société qui aujourd'hui qui doit avoir 450 milliards de cash sur un compte, sans compter les 150 milliards d'immobilier qu'ils doivent avoir à droite à gauche. Pour une boîte qui vaut, soit 30 ou 40% de plus que ça encore, à la fin, oui, ça peut corriger, mais enfin, à la fin, si Apple perd 30 ou 40%, vous avez une boîte qui vaut son cash. Donc après, si ça va trop bas, c'est une aberration. Donc une grosse chute, on ne peut jamais l'exclure parce qu'on parle, s'il y a un crash boursier, oui, elles vont perdre 25-30% toutes. Mais fondamentalement, est-ce qu'aujourd'hui, un de ces 4 noms, on peut réellement s'en passer? J'oublie Netflix parce que c'est un petit peu particulier, mais si on prend uniquement Facebook, Amazon, Google et Apple, je crois que de ce côté-là, on a vraiment une vision hyper large et qui couvre beaucoup, beaucoup de besoins aujourd'hui. Et qui sont des sociétés qui fonctionnent très bien et qui sont extrêmement bien managées et qui ont un pouvoir de continuer à se développer sur les années à venir qui est monstrueux. Donc,
Exclure une chute, ce serait vraiment gonflé de dire ça, mais que ça baisse, oui, une chute, un crash de système aujourd'hui, pour ces cas-là, pas dans l'immédiat. La plus grande erreur, de faire de la banque. Non, je rigole. Non, ma plus grande erreur, ce serait justement de ne pas avoir eu une vision long terme assez tôt. Je crois que c'est ça en fait. C'est qu'aujourd'hui, dans ce métier-là, moi, je suis rentré dans l'aspect trading dès le début parce que c'est fun, parce que c'est excitant, parce que c'est. Vous retrouvez dans une salle de trading, ça bouge, ça vit, les gens ils gagnent de l'argent. Souvent, les gens gagnent de l'argent quand ils vous en parlent, hein. Dans la réalité, on gagne, on perd, donc c'est un peu ça. Et, euh, et en fait, j'ai vécu là-dedans pendant des années, avant de comprendre que finalement, l'investissement était quelque chose qui prenait du temps et qu'on ne pouvait pas gagner de l'argent systématiquement en 2 heures. Alors c'est vrai que des fois, en faisant du trading, il m'est arrivé de gagner beaucoup d'argent ou un peu d'argent, en tout cas de quoi vivre en quelques heures. Donc c'est clair que comme job, il y a pire. Mais c'est vrai que sur le long terme, on se rend compte que finalement, c'est beaucoup de brassage d'air et que finalement, on n'en ressort pas forcément beaucoup plus riche en faisant du trading à court terme. Et je pense que si j'avais une vision comme je l'ai aujourd'hui, plus de construction dans le long terme, j'aurais beaucoup plus appris et j'aurais certainement gagné plus d'argent sur le long terme. Pareil, c'est difficile de répondre à quel moment il faut vendre. En fait, je crois que le plus dur dans ce métier, c'est de vendre à tous les moments, que ce soit à la hausse ou quand vous perdez de l'argent. Et le plus dur, c'est de savoir quand le faire. Alors, en général, quand vous démarrez une position, donc là on parle plutôt de trading, vous dites j'achète, on va dire, je sais pas, Kering en France euh, à 150 euros et je fixe mon target à 200. Pourquoi? Parce que j'ai fait une analyse technique, j'ai lu les fondamentaux, je me suis renseigné, j'ai fait mon due diligence, comme on dit, et mon objectif logique, ce serait 200 euros. Donc vous achetez à 140, les semaines et les mois passent, 6 mois plus tard, vous arrivez à 200, vous vendez. Vous prenez vos profits par rapport à votre stratégie. Ça s'arrête là. Vous ne vous posez pas de questions. Là, vous devez être vraiment dans vos bottes, droit dans vos bottes. Vous ne bougez pas, vous vendez, c'est terminé. Après, vous avez d'autres réflexions. C'est-à-dire que si vous avez une réflexion sur le long terme, vous dites comme moi, j'ai des actions dans mon portefeuille qui, pour moi, correspondent à des boîtes pour moi, ça fait partie de ma vie. Je prends un exemple du Nestlé dans mon portefeuille, je ne me vois pas les vendre. Jamais. Je préfère encaisser les dividendes, je préfère réutiliser ces dividendes-là en rachetant les nouveaux titres Nestlé et d'attendre 10, 15, 20 ans, pour autant que je sois toujours là, et utiliser mes dividendes pour vivre après par la suite ou construire mon portefeuille. Donc je n'ai pas forcément un timing pour dire à quel moment je vends. Donc il y a encore une fois deux écoles. Soit vous faites de l'investissement et la préoccupation de savoir quand vous les vendrez, c'est vous en avez besoin, parce que vous devez acheter une maison, parce que vous devez acheter une voiture ou n'importe quoi d'autre. Ou alors deux, parce que vous avez plus envie d'être dans cette action pour des raisons fondamentales, parce qu'il y a des warnings qui s'affichent partout, parce qu'il y a des mauvaises nouvelles dans la presse. En fait, ça dépend un peu de votre stratégie d'investissement dès le début. Donc, le seul moment où moi je vends sans me poser de questions, c'est parce que j'ai acheté à un prix et que je m'étais fixé une limite de vente et qu'elle est atteinte. En général, je ne modifie jamais une limite. Donc, si j'achète à 150, ça va à 200 et que ma limite c'est 200, je vends à 200. Après, elle peut monter à 250. Tant pis pour moi. Moi, j'aurais pris ces 50. Parce que c'était ma stratégie. Quand je recommande de couper les pertes, c'est pas sur des stratégies long terme. Je m'explique. Souvent, quand on fait des recommandations, c'est des recommandations qu'on essaie de faire à court terme. Donc souvent, dans les banques, ou même moi, je le fais, on dit, voilà, moi, je pense que telle action va prendre 20% cette année, et donc j'investis pour les 12 mois qui viennent. Parce que je n'ai pas l'intention de rester plus que tant dans cette action, je n'ai pas de visibilité dans ma tête, je n'ai pas une stratégie sur les 10 ou 15 ans, j'achète un titre X à 100, je me dis à la fin de l'année, il vaudra 120, je sors. Par contre, si tout d'un coup, dans cette durée de vie, donc ces 12 mois de ma stratégie d'investissement, je me rends compte que le titre que j'ai acheté à 100, il vaut déjà 90, puis 88, puis 86, je vais me dire à quel moment ma stratégie est impactée.
À quel moment ma réflexion de base est faussée? Parce que l'autoconviction, c'est bien joli, mais il y a des moments où on a tort. Si on avait tout le temps, enfin, si j'avais tout le temps raison, je ne serais pas là en train de faire ça, je serais en train de faire autre chose, probablement. Donc, simplement, c'est qu'à un moment donné, votre stratégie est mise en place pour une durée déterminée. Et donc là, je ne parle pas de long terme, je parle simplement 12 mois, par exemple, ou 3 mois, ça peut être autre chose. Mais du moment où votre objectif, il n'est plus en adéquation avec le prix réel de l'action, je pense qu'il faut se remettre en question. Donc, je préfère couper mes pertes sur des stratégies typiquement dans ce genre de choses. Si aujourd'hui, j'achète une boîte, une nouvelle boîte technologique qui marche très bien, j'achète à 100, elle monte à 130, elle redescend derrière, elle descend à 100, et puis elle passe à 80, je vais me dire, mais je les ai toujours, est-ce que c'est une bonne idée de les garder? Si j'ai une Nestlé, j'achète à 100, elle va à 120, elle redescend à 80, j'en rachète, je reste dedans. Ça fait partie de mon core business. Donc peut-être qu'il faut réexpliquer, c'est qu'est-ce qu'on fait avec quelle action, à quel moment et quel est l'objectif. Ce n'est pas parce que j'ai une vision long terme que toutes mes visions sont long terme. Je veux dire, aujourd'hui, typiquement, j'achèterais volontiers de l'or. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais j'ai l'impression que l'or, il va démarrer. Mais j'ai aucune intention d'avoir de l'or pendant 25 ans. Je déteste ce produit-là. Mais fondamentalement, aujourd'hui, j'aimerais acheter de l'or. Et je vais acheter de l'or aujourd'hui à 1420 en me disant, je vais jouer jusqu'à 1600. Si j'atteins mes 1600, je sors. Mais si demain elle redescend à 1400, je vais couper et je vais liquider mes pertes parce que je me serais trompé. Ma stratégie que j'ai mise en place n'est pas valable. Si j'achète une Nestlé, une Coca, des boîtes qui sont vraiment des boîtes fondamentales sur le long terme, ça ne rentre pas en ligne de compte. Et là, forcément, oui, c'est incohérent avec une stratégie long terme de couper les pertes. Non. C'est un portefeuille qui est réaliste. La partie ETF, de nouveau, ça veut tout dire et rien dire. Est-ce que c'est 25% d'ETF sur le CAC ou est-ce que c'est 5% fractionné sur des ETF sectoriels? Donc ça, je ne peux pas répondre. 50% d'actions avec dividendes, ça me va très bien. 25% de petites actions qui sont à haut potentiel et ultra spéculatives, ouais, ça, c'est les 25% que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est comme ça que je les qualifierais. Le reste, les 75% qui restent, vous ne prenez pas des risques inconsidérés. Ça me paraît parfaitement sensé. Vous avez un revenu de la partie dividende qui fait du sens. Vous avez cette partie ETF qui est un peu, pour moi, obscure parce que je ne connais pas le contenu. Par contre, la partie petite capitalisation avec gros potentiel, pour moi, j'appelle ça la partie que vous êtes prêt à perdre. Donc, votre worst case scénario sur les 10 prochaines années, c'est d'avoir perdu 25%. Et puis, votre best case scénario, vous n'avez pas de limite à la hausse, on va dire ça comme ça. D'abord, je suis désolé, mais je ne peux pas répondre à une question comme ça. Parce que, j'ai besoin de savoir quelle action, de quoi on parle, et pourquoi vous étiez investi dans cette action. Tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, une action qui perd 50%, généralement, il y a des raisons, évidemment, fondamentales ou spéculatives, mais il faut déjà comprendre de quoi on parle. Parce que si vous me dites j'ai perdu 50% sur une Nestlé, je vais vous dire ouais, bon, c'est bon, asseyez-vous dessus et un jour vous retrouvez votre argent. Si vous avez perdu 50% dans une obscure biotechnologie qui a raté son test en phase 3 du dernier médicament qui était censé éradiquer la connerie sur la Terre en totalité, vous ne les reverrez jamais. Donc vendez tout de suite et gardez vos 50%. Donc voilà, la réponse est, je pourrais vous répondre en détail, mais j'ai besoin de savoir pourquoi vous l'avez acheté, pour quelles raisons vous l'avez acheté, qu'est-ce qui vous motivait pour l'acheter à l'époque et de quelle action on parle. Parce que souvent, j'ai des gens qui viennent me voir en disant « Oui, mais moi j'ai acheté telle boîte parce qu'on m'a dit que j'ai entendu quelque part qu'il se passera quelque chose derrière. » Je dis « Allez demander à la personne qui vous a dit ça. Parce que c'est lui qui vous a conseillé l'action. C'est lui qui vous a mis cette idée dans la tête. Donc moi, je ne peux pas vous répondre pourquoi elle a perdu 50%, puis qu'est-ce que je dois faire maintenant. Donc c'est clair, simplement, c'est clair que selon la typologie de l'action, 50%, ça veut aussi dire que vous ne verrez jamais votre argent. En tout cas, les 50% que vous avez perdus. Et puis dans d'autres cas, c'est simplement des effets de marché qui font que vous avez acheté au mauvais moment et que peut-être qu'il faut moyenner parce que la valeur intrinsèque de la boîte est toujours là. Je peux leur proposer déjà qu'on se retrouve demain, où je vais commencer par leur expliquer comment on peut essayer de commencer à construire un vrai portefeuille.
de faire un vrai accompagnement, un vrai coaching un peu sur le côté investissement pour essayer de ne pas répercuter des erreurs, de ne pas se retrouver dans des situations qu'on a pu aborder dans certaines de ces questions, avoir une vraie logique d'investissement tablée sur le long terme et puis peut-être de temps en temps se laisser un peu de place pour le fun de côté, mais construire avec une vraie diversification et qui nous permettra peut-être de pouvoir aborder les prochains mouvements de marché dans les années à venir avec beaucoup plus de sérénité et puis être beaucoup plus détaché finalement de cette immédiateté du trading qu'on nous vend un peu partout dans tous les coins. Donc c'est tout ça qu'on va essayer de vous faire découvrir dès demain et puis ces prochains temps.